Le ciel gris de Bordeaux pesait lourdement sur la rue des Ombres, une allée étroite et sinueuse nichée dans le cœur ancien de la ville. Les vieilles maisons en pierre, témoins silencieux de siècles d'histoire, semblaient se pencher les unes vers les autres, comme pour échanger des secrets longtemps gardés. Au numéro 13, une imposante demeure victorienne se dressait, sa façade noircie par le temps et l'abandon contrastant vivement avec ses voisines plus modestes. C'est devant cette bâtisse intimidante qu'Élise Duchamp se tenait, une lettre froissée à la main. Le vent froid de novembre faisait danser ses cheveux auburn autour de son visage pâle, et elle resserra son écharpe, autant pour se protéger du froid que pour se donner du courage. Élise, une jeune restauratrice d'art de 28 ans, relut pour la énième fois les mots qui avaient bouleversé sa vie quelques jours plus tôt. « Mademoiselle Duchamp, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes l'unique héritière de votre grand-tante, Madame Geneviève Lalande, récemment décédée. » Elle voulait que sa propriété située au 13 rue des Ombres à Bordeaux. Le reste de la lettre se perdait dans les détails juridiques, mais ces quelques lignes avaient suffi à plonger Élise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle n'avait jamais entendu parler de cette grand-tante. Sa mère, décédée lorsqu'Élise n'était qu'une enfant, n'avait jamais mentionné de famille à Bordeaux. Ou peut-être l'avait-elle fait, et ses souvenirs s'étaient-ils perdus dans les brumes de l'enfance? Eh bien, c'est le moment de découvrir mes racines, murmura-t-elle en poussant le portail en fer forgé qui grinça sinistrement, comme pour la mettre en garde. Le jardin qui s'étendait devant elle était un fouillis de ronces et de mauvaises herbes, la nature ayant repris ses droits depuis longtemps. Au centre trônait une fontaine asséchée, ornée d'une statue d'ange aux ailes brisées. Élise frissonna, pas seulement à cause du froid. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension presque palpable, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Alors qu'elle s'apprêtait à monter les marches du perron, une voix rauque la fit sursauter. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous, mademoiselle. » Élise se retourna brusquement. Un vieil homme voûté, appuyé sur une canne, la regardait depuis le trottoir. Ses yeux, d'un bleu délavé, semblaient la transpercer. « Pourquoi donc, monsieur ?» demanda Élise, intriguée malgré elle. Le vieil homme s'approcha, claudiquant légèrement. Son visage buriné témoignait d'une vie longue et sans doute difficile. « Cette maison a une histoire, voyez-vous. Une histoire sombre. Les gens du quartier l'évitent depuis des décennies. On dit que ceux qui y entrent n'en ressortent jamais vraiment. » Il y avait dans sa voix une note d'avertissement qui fit frissonner Élise. Elle voulut en savoir plus, mais le vieil homme s'éloignait déjà, disparaissant dans la brume qui commençait à se lever. Élise secoua la tête, chassant ses craintes. Ce ne sont que des superstitions, se dit-elle en insérant la clé dans la serrure. Pourtant, elle ne put s'empêcher de remarquer que sa main tremblait légèrement. La porte s'ouvrit dans un grincement lugubre, révélant un hall d'entrée plongé dans la pénombre. Une odeur de renfermé et de poussière assaillit ses narines, mêlée à quelque chose de plus ancien, de plus profond. L'odeur du temps qui passe, peut-être. Élise fit un pas à l'intérieur, ses yeux s'adaptant lentement à l'obscurité. Des formes se dessinaient peu à peu, un porte-manteau massif, un miroir terni, des tableaux au cadre doré. Tout semblait figé, comme si la maison avait été plongée dans un sommeil profond des décennies plus tôt. Soudain, un murmure à peine audible sembla s'élever des profondeurs de la maison. Élise se figea, le cœur battant. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle d'une voix tremblante. Seul le silence lui répondit, mais un silence lourd, presque vivant. Élise avança encore, ses pas résonnant sur le parquet poussiéreux. Elle atteignit un interrupteur et, après une seconde d'hésitation, l'actionna. Une faible lumière jaunâtre illumina le hall, révélant des meubles anciens couverts de drap blanc, comme des fantômes silencieux. Les miroirs ternis reflétaient son image de manière déformée, comme si elle-même devenait partie intégrante de ce monde figé dans le temps. Élise commença à explorer le rez-de-chaussée, chaque pièce révélant de nouveaux mystères. Le salon était vaste, meublé de fauteuils Louis XV et d'un imposant piano à queue. Dans un coin, une vitrine renfermait une collection de poupées en porcelaine au regard fixe et inquiétant. Alors qu'elle s'approchait pour les examiner, un frisson parcourut son échine. Elle aurait juré que l'une des poupées avait cligné des yeux. « C'est ridicule » murmura-t-elle. « Le manque de sommeil me joue des tours. » Dans la cuisine, Élise découvrit une pile de vieux journaux. Le plus récent datait de 1985. Que s'était-il passé ici? Pourquoi sa grand-tante avait-elle cessé de vivre normalement il y a près de 40 ans? Un bruit sur la fit sursauter. Cela semblait venir de l'étage. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle à nouveau, sa voix trahissant sa nervosité. Silence.
Rassemblant son courage, Élise monta l'escalier grinçant. Le premier étage abritait plusieurs chambres. Dans l'une d'elles, elle trouva un vieux journal intime sur une commode. Intriguée, elle l'ouvrit et commença à lire. 15 juillet 1985, ils sont revenus. Les voix. Les murmures. Je les entends la nuit, ils m'appellent. Ils veulent que je descende. Mais je ne peux pas. Je ne dois pas. La porte doit rester fermée. Élise fronça les sourcils. De quoi parlait sa grand-tante? Quelle porte? Un courant d'air glacial la fit frissonner. Elle se retourna brusquement et vit une silhouette floue disparaître dans le couloir. Attendez, s'écria-t-elle en se précipitant à sa poursuite. Mais le couloir était vide. Cependant, une porte qu'elle n'avait pas remarquée auparavant était maintenant entr'ouverte. Elle menait à un escalier descendant vers ce qui semblait être une cave. Élise hésita. Tout son être lui criait de ne pas descendre. Mais sa curiosité était plus forte. Lentement, elle commença à descendre les marches, le bois craquant sous ses pas. L'air devenait de plus en plus froid, et une odeur de terre humide et de moisissure emplissait ses narines. Au bas de l'escalier, elle se retrouva face à une lourde porte en bois, fermée par un cadenas rouillé. Sur la porte, des symboles étranges étaient gravés, des formes sinueuses qui semblaient bouger dans la faible lumière. Soudain, un murmure s'éleva de l'autre côté de la porte. Élise colla son oreille contre le bois. Élise. Viens. Ouvre. Elle recula, le cœur battant la chamade. Comment connaissait-il son nom? C'est alors qu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna vivement pour se retrouver nez à nez avec un homme d'une cinquantaine d'années, au regard sombre et intense. « Qui êtes-vous » demanda Élise, la voix tremblante. « Et que se passe-t-il dans cette maison ?» L'homme la fixa un long moment avant de répondre d'une voix grave. « Je suis Marc Lalande, le gardien. »« Et vous, mademoiselle, vous venez de mettre les pieds dans un cauchemar vieux de plusieurs siècles. » Ces mots résonnèrent dans la cave sombre, scellant le destin d'Élise et marquant le début d'une aventure qui allait bouleverser sa vie et révéler des secrets enfouis depuis des générations. La pénombre de la cave enveloppait Élise et Marc comme un linceul, accentuant la tension palpable qui régnait entre eux. Le regard d'Élise oscillait entre l'homme mystérieux qui se tenait devant elle et la porte aux inscriptions étranges, source des murmures inquiétants. Un cauchemar vieux de plusieurs siècles, répéta Élise, sa voix trahissant un mélange de peur et d'incrédulité. Que voulez-vous dire? Marc soupira profondément, ses yeux sombres scrutant le visage d'Élise comme s'il cherchait à évaluer si elle était prête à entendre la vérité. « Suivez-moi, dit-il finalement. Nous ne devrions pas rester ici. Les murs ont des oreilles, et pas seulement au sens figuré. » Ils remontèrent dans le salon, Marc allumant un feu dans la cheminée. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur les murs, donnant vie aux portraits austères qui les observaient. Élise s'assit dans un fauteuil poussiéreux, tandis que Marc restait debout, le regard perdu dans les flammes. « Cette maison, commença-t-il, appartient à votre famille depuis des siècles. Mais ce n'est pas une demeure ordinaire. Sous nos pieds s'étend un réseau de catacombes, bien plus ancien que Bordeaux elle-même. » Élise l'écoutait, fascinée et terrifiée à la fois. Marc continua, « Au XVIIe siècle, votre ancêtre, Jeanne Lalande, était une occultiste renommée. Elle a découvert un moyen d'ouvrir un portail vers autre chose. Un monde de ténèbres et de cauchemars. Mais elle a perdu le contrôle. Des entités ont commencé à traverser, à posséder les vivants. » Il fit une pause, le regard hanté par des souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Jeanne a réussi à refermer le portail, mais au prix de sa vie. Depuis, chaque génération de votre famille a eu la charge de maintenir le sceau, d'empêcher ces choses de revenir. Élise secoua la tête, incrédule. C'est impossible. Ce ne sont que des légendes, des superstitions. Vraiment, répondit Marc. Alors comment expliquez-vous les voix? Les apparitions? Élise resta silencieuse, repensant à tout ce qu'elle avait vécu depuis son arrivée. Les murmures, la silhouette floue dans le couloir, les poupées qui semblaient vivantes. Tout prenait soudain un sens terrible. Votre grand-tante, Geneviève, poursuivit Marc, était la dernière gardienne. Mais elle est devenue instable. Elle a commencé à écouter les voix, à croire leurs promesses. J'ai dû intervenir. Vous l'avez tuée, s'exclama Élise, horrifiée. Non, répondit Marc calmement. Je l'ai enfermée dans les catacombes. C'était la seule façon de l'empêcher d'ouvrir le portail. Élise se leva brusquement,
submergée par l'horreur et l'incrédulité. Vous êtes fou. Je vais appeler la police. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la porte, un tremblement secoua la maison. Les meubles se mirent à vibrer, les tableaux tombèrent des murs. Une atmosphère glaciale envahit soudain la pièce, et Élise sentit un frisson parcourir son échine. C'est trop tard, murmura Marc. Elles arrivent. Soudain, un cri déchirant retentit depuis la cave. La porte d'entrée claqua, les fenêtres se brisèrent. Un vent glacial s'engouffra dans la maison, éteignant le feu et plongeant la pièce dans l'obscurité. Dans la pénombre, Élise vit des formes sombres et mouvantes émerger du sol. Des voix, des centaines de voix, murmuraient son nom. Élise. Tu es revenue? Libère-nous. Marc la saisit par le bras. Nous devons descendre. C'est le seul moyen de les arrêter. Terrifiée mais n'ayant pas d'autre choix, Élise le suivit vers la cave. Les ombres les poursuivaient, leurs doigts glacés effleurant leurs cheveux. Arrivé devant la porte aux symboles étranges, Marc sortit une clé ancienne de sa poche. « Êtes-vous prête ?» demanda-t-il à Élise. Une fois cette porte ouverte, il n'y aura pas de retour en arrière. Élise regarda les ombres qui s'approchaient, puis la porte. Elle prit une profonde inspiration et hocha la tête. Marc inséra la clé dans le cadenas. Au moment où il allait tourner, une voix familière s'éleva de l'autre côté. « Élise, ma chérie. C'est moi, ta mère. Ne l'écoute pas, ouvre-moi, je t'en prie. » Élise se figea, le cœur battant. Était-ce vraiment la voix de sa mère? Cette voix qu'elle n'avait pas entendue depuis tant d'années, cette voix qui lui manquait tellement. « Maman, murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Ne l'écoute pas, cria Marc. Ce n'est pas ta mère. C'est une ruse. Mais Élise hésitait. Cette voix, si familière, ravivait des souvenirs enfouis depuis longtemps. Des larmes coulaient sur ses joues. Élise, ma chérie, continua la voix. J'ai tant de choses à te dire. Ouvre la porte, s'il te plaît. La main d'Élise s'approcha du cadenas. Marc la saisit fermement. Si tu ouvres cette porte, tu condamneras non seulement nous, mais toute la ville. Pense à toutes les vies en jeu. Élise ferma les yeux, déchirée entre son cœur et sa raison. Les murmures s'intensifiaient, les ombres se rapprochaient. Elle pouvait presque sentir leur souffle glacé sur sa nuque. Finalement, elle recula. « Ce n'est pas ma mère, dit-elle d'une voix tremblante. Ma mère ne m'aurait jamais demandé de mettre d'autres vies en danger. » Un hurlement de rage retentit derrière la porte, si puissant qu'il fit trembler les murs. Marc tourna rapidement la clé, renforçant le sceau magique. « Bien joué, dit-il à Élise. Mais ce n'est que le début. Nous devons descendre plus profondément pour comprendre ce qui se passe. » Il ouvrit une autre porte, révélant un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans les ténèbres. Armés de lampes torchées, ils commencèrent leur descente. Les marches semblaient interminables. L'air devenait de plus en plus froid et humide. Des inscriptions anciennes couvraient les murs, dans des langues qu'Élise ne reconnaissait pas. Ces catacombes sont bien plus anciennes que la ville elle-même, expliqua Marc. Elles ont été utilisées par diverses sectes et sociétés secrètes au fil des siècles. Soudain, ils débouchèrent dans une vaste salle circulaire. Des piliers sculptés soutenaient un plafond voûté. Au centre se trouvait un autel de pierre, couvert de symboles ésotériques. « C'est ici que Jeanne Lalande a ouvert le portail, » dit Marc. « Et c'est ici que nous devons le fermer définitivement. » Élise s'approcha de l'autel, fascinée malgré elle. Elle effleura les symboles du bout des doigts. Une vision fulgurante la frappa. Elle vit une femme, vêtue comme au XVIIe siècle, debout devant l'autel. Des ombres tourbillonnaient autour d'elle, des voix l'appelaient. La femme criait, tentant de refermer un vortex noir qui s'ouvrait sous ses pieds. Élise revint brusquement à la réalité, haletante. « J'ai vu Jeanne, dit-elle. Elle essayait de fermer le portail. » Marc hocha gravement la tête. « Le sang des Lalande coule dans tes veines. Tu as un lien avec cet endroit, que tu le veuilles ou non. » Un bruit de pas les fit sursauter. Une silhouette émergea de l'ombre. C'était une vieille femme aux cheveux blancs en bataille, le regard fiévreux. « Geneviève » s'exclama Marc, incrédule. La vieille femme sourit, révélant des dents jaunies. « Marc, mon cher. Et toi, tu dois être Élise. Comme tu as grandi. » Élise recula, effrayée par l'aura malsaine qui émanait de sa grand-tante.
Elle comprit alors que son voyage dans les profondeurs de son héritage familial ne faisait que commencer, et que les secrets les plus sombres restaient encore à découvrir. La tension dans la salle circulaire était palpable. Élise, Marc et Geneviève formaient un triangle, chacun jaugeant les autres avec méfiance. L'air semblait chargé d'électricité, et les ombres dansaient sur les murs comme si elles étaient vivantes. « Comment avez-vous survécu ici toutes ces années ?» demanda Marc, sa voix trahissant son incrédulité. Geneviève rit, un son qui ressemblait plus à un croassement qu'à un rire humain. Ses yeux, injectés de sang, brillaient d'une lueur malsaine dans la pénombre. « Oh, je n'étais pas seule, mon cher Marc, » répondit-elle d'une voix doucereuse. « Mes amis de l'autre côté m'ont tenu compagnie. Ils m'ont montré tant de choses merveilleuses. » Élise frissonna. La folie dans la voix de sa grand-tante était évidente, mais il y avait aussi quelque chose d'autre, une connaissance interdite qui transparaissait dans chacun de ses mots. « Quelle chose ?» demanda Élise, incapable de contenir sa curiosité malgré sa peur. Le sourire de Geneviève s'élargit, révélant des dents jaunies et tordues. « Des secrets, ma chère petite nièce. Des secrets sur notre famille, sur le pouvoir qui coule dans nos veines. Des secrets que ta mère a choisi d'ignorer, mais que toi, tu es destiné à embrasser. » Marc fit un pas en avant, se plaçant instinctivement entre Élise et Geneviève. « Ne l'écoutez pas, Élise. Elle a été corrompue par les entités de l'autre côté. » Geneviève éclata de rire. « Corrompue ? Oh non, mon cher. J'ai été libéré. Et maintenant, grâce à Élise, nous allons pouvoir les libérer eux aussi. Le sang des Lalande ouvrira le portail, une fois pour toutes. » Avant qu'il ne puisse réagir, Geneviève bondit en avant avec une agilité surprenante pour son âge. Elle saisit le bras d'Élise et la tira vers l'autel. Une lame apparut dans sa main, prête à entailler la paume de sa petite nièce. Marc se précipita pour les séparer, mais une force invisible le projeta contre un pilier. Il s'effondra au sol, sonné. Élise se débattait, mais la poigne de Geneviève était étonnamment forte. « Ne résiste pas, ma chérie, » susurra Geneviève. « Embrasse ton destin. Deviens la clé qui ouvrira les portes d'un nouveau monde. » La lame s'approchait dangereusement de la paume d'Élise. Dans un dernier effort, elle cria, « Grand-tante, écoutez-moi. Ce n'est pas ce que vous voulez vraiment. Ces choses vous ont manipulé. » Geneviève hésita un instant, son regard s'éclaircissant légèrement. Ce moment de doute fut tout ce dont Élise avait besoin. Elle se dégagea violemment, repoussant sa grand-tante. Marc, qui avait repris ses esprits, se releva et plaqua Geneviève au sol, arrachant le couteau de sa main. Élise, libérée, recula en tremblant. Elle regarda sa grand-tante se débattre, criant des obscénités et des malédictions dans des langues qu'elle ne connaissait pas. « Que fait-on maintenant ?» demanda-t-elle à Marc, sa voix tremblante de peur et d'adrénaline. Il la regarda gravement. « Nous n'avons pas le choix. Nous devons terminer ce que Jeanne a commencé il y a des siècles. Nous devons fermer le portail, définitivement. » Geneviève, toujours maintenue au sol, éclata d'un rire dément. « Vous ne pouvez pas fermer le portail. Il fait partie de nous, de notre héritage. Élise, ma chérie, tu ne comprends pas encore, mais tu le sentiras bientôt. Le pouvoir qui coule dans tes veines, l'appelle de l'autre côté. » Élise secoua la tête, refusant d'écouter. Pourtant, une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange fascination. Elle se tourna vers l'autel, ses yeux parcourant les symboles gravés dans la pierre. Soudain, comme par magie, les inscriptions commencèrent à briller d'une lueur bleutée. Élise sentit une étrange chaleur se répandre dans son corps, comme si son sang lui-même réagissait à la présence de l'autel. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Marc, toujours en train de maîtriser Geneviève, leva les yeux vers elle. Son visage pâlit. « C'est le sang des Lalande. L'autel le reconnaît. Élise, vous devez résister à son appel. » Mais Élise semblait hypnotisée. Ses doigts effleurèrent les symboles lumineux, et une vague de sensations la submergea. Des images défilèrent dans son esprit, des générations de femmes Lalande, chacune gardienne du secret, chacune luttant contre la tentation de l'autre côté. Elle vit Jeanne, la première, ouvrir le portail par curiosité, puis le refermer dans un acte de sacrifice ultime. Elle vit sa propre mère, fuyant l'héritage familial pour protéger sa fille. Et elle vit Geneviève, succombant peu à peu à la folie et à la corruption. « Tu vois maintenant » murmura Geneviève, son regard fou fixé sur Élise. «
tu comprends notre véritable nature? Élise recula, tremblante. Les visions l'avaient ébranlée jusqu'au plus profond de son être. Elle comprenait maintenant pourquoi sa mère avait choisi de l'éloigner de tout cela. Mais était-il vraiment possible d'échapper à un tel héritage? Marc, voyant le trouble d'Élise, intervint. Élise, écoutez-moi. Vous avez le choix. Vous n'êtes pas condamnée à suivre le même chemin que Geneviève. Vous pouvez utiliser ce pouvoir pour le bien, pour protéger le monde de ces entités. Geneviève ricana. Le bien? Le mal? Ce ne sont que des concepts humains, ma chère. De l'autre côté, il n'y a que le pouvoir. Un pouvoir que tu pourrais maîtriser, si seulement tu l'acceptais. Élise ferma les yeux, tentant de faire le tri dans le tourbillon d'émotions et de pensées qui l'assaillait. Quand elle les rouvrit, son regard était empli d'une détermination nouvelle. Non, dit-elle fermement. Je ne serai pas comme vous, grand-tante. Je ne trahirai pas le sacrifice de Jeanne, ni celui de ma mère. Elle se tourna vers Marc. Comment fermons-nous ce portail? Le soulagement était visible sur le visage de Marc. Il existe un rituel, mais il nécessite le sang d'un lalande volontaire. C'est dangereux, Élise. Vous pourriez y laisser la vie. Élise hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. Je suis prête. Geneviève hurla de rage, se débattant avec une force renouvelée. Non. Tu ne peux pas faire ça. Tu détruirais des siècles d'héritage. Mais Élise ne l'écoutait plus. Elle s'approcha de l'autel, guidée par une connaissance instinctive qu'elle ne comprenait pas totalement. Que dois-je faire? Demanda-t-elle à Marc. Il lui tendit le couteau qu'il avait arraché à Geneviève. Vous devez offrir votre sang volontairement, tout en récitant l'incantation gravée sur l'autel. Mais Élise, vous devez être sûre. Une fois commencé, le rituel ne peut être interrompu. Élise prit une profonde inspiration, saisissant le couteau. Elle regarda une dernière fois Geneviève, qui la fixait avec un mélange de haine et de désespoir. « Je suis désolée, grand-tante, murmura-t-elle. Mais c'est la seule façon. » Elle posa la lame sur sa paume et commença à réciter les mots gravés sur l'autel. Au moment où la première goutte de sang toucha la pierre, une lumière aveuglante envahit la salle. Les cris de Geneviève furent noyés dans le grondement qui semblait venir des profondeurs de la terre elle-même. Élise sentit une force immense la traverser, comme si tout le poids de son héritage se concentrait en elle. Alors que le rituel atteignait son apogée, Élise comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle avait fait son choix, embrassant son destin tout en le redéfinissant. Les secrets de sa famille étaient maintenant les siens, et avec eux venait une responsabilité qu'elle ne pouvait ignorer. Le chapitre se termine sur cette scène intense, laissant le lecteur en haleine, se demandant quelles seront les conséquences de ce rituel pour Élise et pour le monde qu'elle s'est engagée à protéger. La lumière aveuglante qui avait envahi la salle des catacombes s'estompa lentement, laissant place à une pénombre lourde de sens. Élise, encore tremblante, se tenait devant l'autel, sa main ensanglantée toujours posée sur la pierre froide. Le silence qui régnait désormais était presque assourdissant, contrastant violemment avec le chaos qui avait précédé. Marc fut le premier à bouger, s'approchant prudemment d'Élise. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement, son regard scrutant le visage pâle de la jeune femme. Élise cligna des yeux, comme si elle sortait d'une transe. « Je crois que oui » murmura-t-elle. Mais sa voix trahissait une incertitude profonde. Elle regarda autour d'elle, cherchant Geneviève des yeux. « Où est-elle » Marc secoua la tête. « Je ne sais pas. Elle a disparu quand la lumière est apparue. » Élise frissonna, se demandant si sa grand-tante avait été aspirée par le portail qu'elle avait fermé, ou si quelque chose de pire encore lui était arrivé. Elle ne put s'empêcher de ressentir un pincement de culpabilité, malgré tout ce que Geneviève avait fait. Soudain, une douleur aiguë traversa sa main blessée. Élise baissa les yeux et retint un cri de surprise. La coupure qu'elle s'était infligée pour le rituel s'était refermée, mais à sa place, un symbole étrange s'était formé sur sa paume, comme gravé dans sa chair. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, montrant sa main à Marc. Il examina le symbole de près, son front se plissant d'inquiétude. « Je n'ai jamais rien vu de tel. On dirait, une sorte de sceau. » Élise sentit un frisson parcourir son échine. « Un sceau ? Vous voulez dire que… » Marc hocha gravement la tête. « Il semblerait que le rituel vous ait lié au portail d'une manière que nous n'avions pas prévue. Vous êtes devenue la nouvelle gardienne, Élise. » Ces mots résonnèrent dans la salle,
lourd de sens et de responsabilité. Élise sentit le poids de siècles d'histoire familiale s'abattre sur ses épaules. Elle n'était plus simplement Élise Duchamp, restauratrice d'art. Elle était maintenant la gardienne d'un secret ancestral, la protectrice d'une frontière entre deux mondes. « Que dois-je faire maintenant » demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Marc posa une main réconfortante sur son épaule. « Pour l'instant, nous devons quitter cet endroit. Il n'est pas sûr de rester ici trop longtemps. Nous pourrons parler de tout cela une fois de retour à la surface. » Ils quittèrent la salle de l'hôtel, remontant lentement les escaliers en colimaçon. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent pour Élise, comme si une partie d'elle-même était restée en bas, liée à jamais à cet endroit mystérieux. De retour dans le salon de la vieille maison, la lumière du jour filtrant à travers les rideaux poussiéreux semblait presque irréelle. Élise s'effondra dans un fauteuil, épuisée physiquement et émotionnellement. Marc s'affaira à préparer du thé dans la cuisine vétuste, laissant à Élise un moment pour assimiler tout ce qui venait de se passer. Quand il revint avec 2 tasses fumantes, il trouva la jeune femme perdue dans ses pensées, fixant le symbole sur sa main. « Élise, dit-il doucement, lui tendant une tasse, je sais que tout cela est beaucoup à encaisser. Mais vous devez comprendre l'importance de ce qui s'est passé aujourd'hui. » Elle leva les yeux vers lui, son regard mêlant confusion et détermination. « Expliquez-moi tout, Marc. Je veux comprendre ce dans quoi je me suis engagé. » Marc prit une profonde inspiration avant de commencer. L'héritage des Lalande remonte à des siècles. Votre famille a toujours eu un lien particulier avec l'autre côté. Ce que nous appelons communément le monde des esprits, ou le royaume des ombres. Jeanne Lalande, votre ancêtre, a été la première à ouvrir un portail vers cet autre monde. Il fit une pause, semblant chercher ses mots. Elle pensait pouvoir utiliser les connaissances de l'autre côté pour le bien de l'humanité. Mais elle a vite compris son erreur. Les entités qui habitent là-bas ne sont pas bienveillantes, Élise. Elles cherchent à entrer dans notre monde, à le corrompre, à le dominer. Élise frissonna, se remémorant les voix qu'elle avait entendues, les ombres qu'elle avait vues. Et ma grand-tante ? Elle a succombé à leur influence ? Marc hocha tristement la tête. Geneviève était brillante, mais trop curieuse pour son propre bien. Elle a commencé à communiquer avec ces entités, pensant pouvoir les contrôler. Mais c'est elles qui ont fini par la contrôler. Et maintenant, demanda Élise. Qu'est-ce que ce sceau sur ma main signifie exactement ? Marc se pencha en avant, son visage grave. Ce sceau fait de vous la gardienne du portail, Élise. Vous êtes désormais le dernier rempart entre notre monde et le leur. Vous devrez apprendre à maîtriser vos nouveaux dons. Dons, répéta Élise, incrédule. Oui, confirma Marc. Le sang des Lalande a toujours été spécial. Vous découvrirez bientôt que vous pouvez percevoir des choses que les autres ne peuvent pas voir, sentir des présences invisibles pour le commun des mortels. Mais ces dons sont aussi un fardeau, Élise. Ils vous rendront vulnérables aux influences de l'autre côté. Élise serra sa tasse de thé, cherchant du réconfort dans sa chaleur. Comment suis-je censé gérer tout ça ? Je ne suis qu'une restauratrice d'art, pas une gardienne mystique. Marc lui sourit gentiment. Vous n'êtes pas seule, Élise. Je suis là pour vous guider, pour vous enseigner ce que je sais. Et vous avez en vous la force de vos ancêtres. Vous êtes plus capable que vous ne le pensez. Soudain, un bruit survenant de l'étage les fit sursauter. Élise se leva d'un bond, tous ses sens en alerte. Qu'est-ce que c'était ? Marc se leva également, son visage tendu. Je ne sais pas. Mais je crains que fermer le portail n'ait pas suffi à repousser toutes les menaces. Élise regarda sa main marquée, puis Marc. Une nouvelle détermination brillait dans ses yeux. Alors, commençons l'entraînement, Marc. J'ai un héritage à honorer et un monde à protéger. Alors qu'il se dirigeait prudemment vers l'escalier, Élise sentit une étrange énergie parcourir son corps. Son héritage maudit était aussi une bénédiction, réalisa-t-elle. Et elle était prête à l'embrasser pleinement, quelles qu'en soient les conséquences. Le chapitre se termine sur cette note de résolution, laissant présager les défis et les découvertes qui attendent Élise dans sa nouvelle vie de gardienne. L'héritage des Lalande, avec ses ombres et ses lumières, ne faisait que commencer à se dévoiler. L'escalier grinçait sous leurs pas prudents alors qu'Élise et Marc montaient à l'étage, tous les sens en alerte. L'air semblait chargé d'électricité, et Élise pouvait sentir le symbole sur sa main picoter étrangement. « Restez derrière moi », murmura Marc, avançant lentement dans le couloir sombre. Soudain,
Un souffle glacial les enveloppa, et les ombres autour d'eux semblèrent prendre vie, s'étirant de manière impossible sur les murs. Élise retint un cri de surprise lorsqu'elle vit une forme sombre se détacher du mur et glisser vers eux. « Marc » cria-t-elle, pointant du doigt la créature. Il se retourna brusquement, ses yeux s'écarquillant de stupeur. « Un résidu » murmura-t-il. « Une entité qui a réussi à s'accrocher à notre monde malgré la fermeture du portail. » La créature, une masse d'ombre au contour flou, émit un sifflement menaçant. Élise sentit la peur monter en elle, mais aussi, étrangement, une sorte d'excitation. Le symbole sur sa main brillait maintenant d'une lueur bleutée. « Que fait-on » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Marc recula lentement, poussant Élise derrière lui. Normalement, il faudrait un rituel complexe pour renvoyer cette chose. Mais peut-être que vous ? Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. La créature bondit vers eux avec une vitesse fulgurante. Instinctivement, Élise tendit la main, paume ouverte vers la créature. Une vague d'énergie pure jaillit de sa main, frappant l'entité de plein fouet. La créature hurla, un son qui glaça le sang d'Élise. Puis, dans un tourbillon d'ombre, elle se désintégra, ne laissant derrière elle qu'un léger résidu de fumée noire. Le silence retomba dans le couloir. Élise fixait sa main, abasourdie par ce qui venait de se passer. « Comment ai-je fait ça » balbutia-t-elle. Marc la regardait avec un mélange de surprise et de fierté. « Vos pouvoirs s'éveillent, Élise. Plus rapidement que je ne l'aurais cru possible. » Ils redescendirent au salon, Élise encore tremblante de son expérience. Marc l'aida à s'asseoir et lui servit un nouveau thé, y ajoutant cette fois une généreuse dose de cognac. « Buvez » dit-il gentiment. « Ça vous aidera à vous calmer. » Élise prit une gorgée, sentant la chaleur de l'alcool se répandre dans son corps. « Marc, dit-elle après un moment, expliquez-moi ce qui vient de se passer. Ces pouvoirs, sont-ils dangereux ?» Marc s'assit en face d'elle, son visage grave. « Tous les pouvoirs peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés, Élise. Mais ce que vous venez de faire, c'est remarquable. Vous avez instinctivement canalisé l'énergie du sceau pour repousser cette entité. » Il fit une pause, semblant peser ses mots. « Cependant, vous devez comprendre que ces pouvoirs viennent avec un prix. Plus vous les utiliserez, plus vous serez connecté à l'autre côté. Cela vous rendra plus sensible aux influences des entités, mais aussi plus capable de les combattre. » Élise regarda le symbole sur sa main, qui avait retrouvé son apparence normale. « Comment puis-je apprendre à les maîtriser ?» Avec de l'entraînement et de la discipline, répondit Marc. « Je peux vous enseigner les bases, mais une grande partie de cet apprentissage devra venir de vous. Vous devrez apprendre à écouter votre instinct, à sentir l'énergie qui coule en vous. » Élise hocha la tête, déterminée. « Par où commençons-nous » Les jours suivants furent intenses pour Élise. Sous la tutelle de Marc, elle commença à explorer l'étendue de ses nouveaux pouvoirs. Elle apprit à méditer, à sentir les courants d'énergie qui parcouraient la maison et les catacombes en dessous. Un matin, alors qu'elle pratiquait ses exercices de concentration dans le jardin, Élise eut une révélation. Les plantes autour d'elle semblaient réagir à sa présence, se tournant vers elle comme attirées par son énergie. « Fascinant » murmura Marc qui l'observait. « Il semblerait que vos pouvoirs s'étendent au-delà de la simple protection contre les entités. Vous avez un lien avec la nature elle-même. » Élise sourit, émerveillée par cette découverte. Mais son sourire s'effaça rapidement lorsqu'elle vit l'expression préoccupée de Marc. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. Marc soupira. « Élise, je dois vous parler de quelque chose d'important. Vos pouvoirs grandissent rapidement, peut-être trop rapidement. J'ai peur que cela n'attire l'attention indésirable. » « Vous voulez dire, de l'autre côté » demanda Élise, un frisson parcourant son échine. Marc hocha gravement la tête. « Pas seulement. Il existe d'autres personnes, d'autres organisations qui s'intéressent au surnaturel. Certaines avec de bonnes intentions, d'autres, moins. » Élise sentit le poids de sa responsabilité peser lourdement sur ses épaules. « Que dois-je faire ?»« Pour l'instant, continuez votre entraînement, » répondit Marc. « Mais nous devons aussi nous préparer. Je crains que votre héritage ne vous mette en danger, Élise. Des forces que nous ne comprenons pas encore entièrement sont en mouvement. » Comme pour confirmer ces paroles, un corbeau se posa soudainement sur la fontaine asséchée du jardin. Ses yeux, d'un noir profond, semblaient fixer Élise avec une intelligence qui n'avait rien de naturel. Élise sentit le symbole sur sa main chauffer.
Sans réfléchir, elle tendit la main vers l'oiseau. À sa grande surprise, le corbeau s'envola pour venir se poser sur son bras. « Incroyable » murmura Marc. Élise caressa doucement les plumes noires de l'oiseau. Elle pouvait sentir une étrange connexion avec la créature, comme si elle pouvait presque lire ses pensées. Soudain, une vision frappa Élise. Elle vit une femme, vêtue de noir, se tenant devant un cercle de bougies. La femme levait les yeux, comme si elle pouvait voir Élise à travers la vision. Élise revint brusquement à la réalité, haletante. Le corbeau s'envola, disparaissant dans le ciel. « Que s'est-il passé ?» demanda Marc, inquiet. Élise le regarda, ses yeux emplis de crainte et d'excitation. « Je crois que quelqu'un m'a trouvé, Marc. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. » Le chapitre se termine sur cette note de suspense, laissant présager de nouveaux dangers et mystères pour Élise alors qu'elle continue à explorer ses pouvoirs et à découvrir les implications de son héritage. L'équilibre entre les mondes semble de plus en plus fragile, et Élise se retrouve au cœur d'un conflit qui dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. La nuit était tombée sur Bordeaux, enveloppant la vieille maison des Lalande dans un manteau d'obscurité. Élise, assise dans le salon faiblement éclairé par la lueur vacillante des bougies, fixait le feu qui crépitait dans la cheminée. Les flammes dansantes projetaient des ombres mouvantes sur les murs, rappelant à la jeune femme les entités qu'elle avait affrontées. Marc entra dans la pièce, portant 2 tasses de thé fumantes. Il en tendit une à Élise avant de s'asseoir en face d'elle. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il doucement. Élise soupira, passant distraitement son doigt sur le symbole gravé dans sa paume. « Honnêtement ? Je ne sais pas, Marc. Tout cela semble irréel. Il y a à peine une semaine, j'étais une simple restauratrice d'art. Maintenant, je suis une sorte de gardienne mystique avec des pouvoirs que je ne comprends pas entièrement. » Marc hocha la tête, compréhensif. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Mais vous vous adaptez remarquablement bien, Élise. Vos progrès sont impressionnants. » Élise but une gorgée de thé, laissant la chaleur l'envahir. « Cette vision que j'ai eue, avec le corbeau. Qui pensez-vous que cette femme puisse être ?» Le visage de Marc s'assombrit. « Je ne suis pas sûr. Mais si elle a pu établir un lien avec vous à travers une vision, elle doit être puissante. Et potentiellement dangereuse. » Un silence pesant s'installa entre eux, seulement rompu par le crépitement du feu. Soudain, Élise se redressa, tous ses sens en alerte. « Marc, » murmura-t-elle, « vous entendez ça ?» Il tendit l'oreille, mais ne perçut rien d'inhabituel. « Quoi donc ?» Des murmures, répondit Élise, ses yeux balayant la pièce. Ils viennent des murs, non, dessous la maison. Elle se leva brusquement, se dirigeant vers la porte menant à la cave. Marc la suivit, inquiet. Élise, attendez. Nous ne savons pas ce qui. Mais elle était déjà dans l'escalier, descendant rapidement vers les catacombes. Marc jura doucement avant de la suivre. Dans la grande salle circulaire, Élise s'arrêta net. L'autel au centre de la pièce pulsait d'une faible lueur bleutée, en synchronisation parfaite avec le symbole sur sa main. « Quelque chose ne va pas » murmura-t-elle. « Je peux le sentir. » Comme pour confirmer ses paroles, un vent glacial balaya soudain la salle, éteignant les torchers accrochés au mur. Dans l'obscurité, seule la lueur de l'autel persistait. Marc tenta d'allumer une lampe torche, mais elle resta obstinément éteinte. « Ce n'est pas naturel, » dit-il, la tension évidente dans sa voix. Élise s'approcha lentement de l'autel, guidée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas totalement. Lorsqu'elle posa sa main marquée sur la pierre froide, une vague d'énergie la traversa. Des images défilèrent dans son esprit, la femme en noir de sa vision précédente, un cercle de personnes encapuchonnées, un livre ancien couvert de symboles étranges. Et par-dessus tout, une sensation de danger imminent. Élise revint brutalement à la réalité, haletante. « Ils arrivent » dit-elle à Marc, la peur et l'urgence mêlées dans sa voix. « Qui ça, il » demanda Marc, mais il fut interrompu par un grondement sourd qui semblait venir des profondeurs de la terre. Les murs commencèrent à trembler, et des fissures apparurent sur le sol de pierre. Des ombres s'échappaient de ces fissures, prenant des formes monstrueuses et menaçantes. « Le sceau » cria Marc par-dessus le vacarme. Il s'affaiblit. Élise comprit instantanément ce qu'elle devait faire. Elle plaça ses 2 mains sur l'autel, puisant dans l'énergie qui coulait en elle. Le symbole sur sa paume s'illumina d'une lumière aveuglante. « Je suis Élise Lalande,
proclama-t-elle d'une voix qui ne semblait pas entièrement la sienne. Gardienne du portail, héritière de Jeanne. Par mon sang et ma volonté, je vous ordonne de retourner dans les ténèbres. Une onde de choc partit de l'autel, repoussant les ombres. Les fissures dans le sol se refermèrent, et le grondement cessa aussi brusquement qu'il avait commencé. Épuisée, Élise s'effondra. Marc la rattrapa juste à temps. « Vous avez réussi », murmura-t-il avec admiration. « Vous avez renforcé le sceau. » Élise leva les yeux vers lui, son visage pâle mais déterminé. « Ce n'est que temporaire, n'est-ce pas ?» Marc hocha gravement la tête. « J'en ai peur. Quelque chose ou quelqu'un essaie activement de briser le sceau. Et ils ne s'arrêteront pas là. » Ils remontèrent lentement à la surface, Élise s'appuyant lourdement sur Marc. Dans le salon, ils eurent la surprise de trouver une enveloppe posée sur la table basse. Une enveloppe qui n'était pas là quelques minutes auparavant. Avec appréhension, Élise l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une simple carte portant un message écrit à l'encre rouge. « Chère Élise Lalande, votre réveil n'est pas passé inaperçu. Le cercle des ombres vous salue et vous invite à rejoindre nos rangs. Refuser serait peu judicieux. Nous nous reverrons bientôt. » Le message n'était pas signé, mais un symbole était dessiné en bas de la carte, un œil entouré de flammes. Élise leva les yeux vers Marc, qui avait lu par-dessus son épaule. Son visage était grave. « Le cercle des ombres, murmura-t-il. J'espérais ne jamais avoir à les affronter. »« Qui sont-ils » demanda Élise, sentant que la réponse ne lui plairait pas. Marc soupira profondément. « Un groupe occulte ancien et puissant. Ils cherchent à exploiter le pouvoir de l'autre côté pour leur propre fin. Et maintenant, ils ont jeté leur dévolu sur vous, Élise. » Élise serra la carte dans sa main, sentant le poids de cette nouvelle menace s'ajouter à celui de son héritage. « Que fait-on maintenant ? » « Nous nous préparons, » répondit Marc, une lueur de détermination dans les yeux. « Car la vraie bataille ne fait que commencer. » Le chapitre se termine sur cette note de tension, laissant présager des défis encore plus grands pour Élise. Le cercle des ombres représente une nouvelle menace, ajoutant une dimension humaine aux dangers surnaturels qu'elle affronte déjà. L'héritage des Lalande devient de plus en plus lourd à porter, mais Élise est déterminée à faire face à son destin, quel qu'en soit le prix. L'aube se levait sur Bordeaux, baignant la vieille demeure des Lalande d'une lumière pâle et brumeuse. Élise, debout devant la fenêtre du salon, observait les rues encore endormies. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'une femme changée, ses yeux, autrefois doux et rêveurs, brillaient maintenant d'une détermination farouche. Marc entra dans la pièce, portant une pile de vieux livres poussiéreux. « J'ai passé la nuit à fouiller dans les archives de la famille, » dit-il en posant les ouvrages sur la table. « Je pense avoir trouvé quelques informations sur le cercle des ombres. » Élise se détourna de la fenêtre, son attention captivée. « Que savons-nous d'eux ?» Marc ouvrit l'un des livres, révélant des pages jaunies couvertes d'une écriture serrée et de diagrammes complexes. Le cercle existe depuis des siècles. Ils se considèrent comme les gardiens d'un savoir occulte ancien, mais en réalité, ce sont des manipulateurs dangereux qui cherchent à exploiter le pouvoir de l'autre côté pour dominer notre monde. Élise s'assit, feuilletant un autre livre. Ses doigts s'arrêtèrent sur une illustration représentant le même symbole que celui sur la carte, un œil entouré de flammes. Pourquoi s'intéresse-t-il à moi ? Marc soupira profondément. Votre lignée, Élise. Les Lalande ont toujours été des médiums puissants, capables de communiquer avec l'autre côté. Mais vous, vous êtes différente. Votre capacité à manipuler directement l'énergie du portail est sans précédent. Le cercle doit voir en vous un outil potentiel pour leur plan. Élise frissonna, le poids de cette révélation s'abattant sur elle. Et s'ils découvrent l'existence du portail sous la maison ? Ce serait catastrophique, répondit Marc, son visage grave. Nous devons à tout prix les empêcher d'y accéder. Soudain, le symbole sur la main d'Élise se mit à brûler. Elle se leva d'un bond, tous ses sens en alerte. Marc, quelque chose approche. Je peux le sentir. À peine avait-elle prononcé ces mots qu'un épais brouillard commença à s'infiltrer sous la porte d'entrée, remplissant rapidement le salon. Élise et Marc se mirent dos à dos, scrutant la brume qui s'épaississait. Des silhouettes sombres se dessinèrent dans le brouillard, prenant peu à peu forme humaine. Bientôt, ils se retrouvèrent encerclés par 5 personnes vêtues de longues robes noires, leurs visages cachés par des capuches. L'une des figures s'avança, et Élise reconnut immédiatement la femme de sa vision. Elle abaissa sa capuche,
révélant un visage d'une beauté froide et des yeux d'un noir profond. « Élise Lalande », dit-elle d'une voix mélodieuse qui contrastait avec la menace sous-jacente de sa présence. « Je suis Cassandra, grande prêtresse du cercle des ombres. Nous sommes venus vous chercher. » Élise sentit Marc se tendre à côté d'elle. Elle prit une profonde inspiration, puisant dans le courage qu'elle ne savait pas posséder quelques semaines auparavant. « Je ne vais nulle part avec vous, » déclara-t-elle fermement. Un sourire cruel étira les lèvres de Cassandra. « Oh, ma chère. Vous pensez avoir le choix. » D'un geste de la main, elle envoya une vague d'énergie sombre vers Élise. Instinctivement, Élise leva sa main marquée, créant un bouclier de lumière bleutée qui absorba l'attaque. Les yeux de Cassandra s'écarquillèrent de surprise, puis brillèrent d'une convoitise à peine dissimulée. Impressionnant. Vous êtes encore plus puissante que nous le pensions. Marc fit un pas en avant, se plaçant devant Élise. Vous ne l'aurez pas. La lignée des Lalande a résisté à votre cercle pendant des siècles, et cela ne changera pas aujourd'hui. Cassandra éclata d'un rire froid. Ah, le fidèle gardien. Toujours prêt à se sacrifier. Mais voyez-vous, nous ne sommes pas venus les mains vides. Elle claqua des doigts, et le brouillard se dissipa partiellement, révélant une sixième figure. Élise retint un cri de surprise en reconnaissant sa grand-tante Geneviève, l'air hagard et affaibli, maintenue par deux membres du cercle. « Grand-tante » s'exclama Élise, faisant un pas en avant d'être obtenue par Marc. Geneviève leva les yeux, son regard s'éclaircissant légèrement en reconnaissant Élise. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Ils m'ont trouvé, dans l'entre-deux. Je n'ai pas pu résister. » Cassandra sourit, satisfaite de l'effet produit. « Voici le marché, Élise. Rejoignez-nous volontairement, et nous libérerons votre grand-tante. Refusez, et bien, disons que son séjour dans l'entre-deux sera permanent. » Élise sentit la colère monter en elle, une rage pure alimentée par le pouvoir qui coulait dans ses veines. Le symbole sur sa main s'illumina d'une lueur intense, et elle sentit l'énergie du portail répondre à son appel. « Vous ne comprenez pas » dit-elle d'une voix qui semblait résonner avec la puissance des générations de Lalande avant elle. « Je ne suis pas seule. » Comme pour confirmer ses paroles, des formes spectrales commencèrent à apparaître autour d'elle. Jeanne, sa mère, et d'autres ancêtres qu'elle ne connaissait que par les récits de Marc. Leur visage était empreint de détermination et de fierté. Cassandra recula d'un pas, son assurance vacillant pour la première fois. « Impossible » murmura-t-elle. Élise leva les mains, canalisant l'énergie combinée de ses ancêtres et du portail. Une vague de lumière pure balaya la pièce, repoussant les membres du cercle des ombres. « Partez » ordonna Élise, sa voix portée par le pouvoir de génération de gardiennes. « Cette maison et cette famille sont sous ma protection. » Cassandra, visiblement ébranlée mais pas vaincue, fit signe à ses acolytes de battre en retraite. Avant de disparaître dans le brouillard qui se dissipait, elle lança un dernier regard à Élise. « Ce n'est pas terminé, Élise Lalande. Le cercle des ombres n'abandonne jamais. » Puis ils disparurent, laissant derrière eux Geneviève qui s'effondra au sol. Élise se précipita pour la soutenir, aidée par Marc. Alors que le calme revenait dans la pièce, Élise sentit l'énergie qui l'avait habitée refluer lentement. Les spectres de ses ancêtres s'estompèrent, mais elle pouvait encore sentir leur présence, leur force. Elle regarda Marc, puis sa grand-tante à moitié consciente. « Que fait-on maintenant » demanda-t-elle, sachant que cette victoire n'était que temporaire. Marc, l'air à la fois fier et préoccupé, répondit « Nous nous préparons, Élise. Car la vraie bataille ne fait que commencer. » Le chapitre se termine sur cette note de détermination mêlée d'appréhension. Élise a découvert l'étendue de ses pouvoirs et le soutien de ses ancêtres, mais elle sait aussi que le cercle des ombres ne renoncera pas facilement. L'héritage des Lalande est plus que jamais en danger, et Élise doit maintenant assumer pleinement son rôle de gardienne, protégeant non seulement le portail, mais aussi sa famille et le monde qu'elle connaît des ténèbres qui menacent de l'engloutir. Les jours qui suivirent l'affrontement avec le cercle des ombres furent intenses pour Élise. Entre les soins prodigués à sa grand-tante Geneviève, qui se remettait lentement de son expérience traumatisante, et l'intensification de son entraînement avec Marc, elle avait à peine le temps de respirer. Ce matin-là, Élise se tenait dans le jardin de la maison Lalande, les yeux fermés, concentrée sur les énergies qui l'entouraient. Le symbole sur sa main brillait doucement, en harmonie avec les battements de son cœur. « Très bien, Élise, » dit Marc, qui l'observait attentivement. « Maintenant, essayez de vous connecter au portail. » Sentez son énergie,
mais ne vous laissez pas submerger. Élise prit une profonde inspiration, étendant sa conscience vers les profondeurs de la maison. Elle sentit le portail, comme un cœur battant au rythme du monde. Mais cette fois, au lieu de la peur qu'elle ressentait autrefois, elle éprouva une étrange familiarité, presque un réconfort. Soudain, une vision frappa Élise. Elle vit le portail, non pas comme une menace, mais comme un équilibre nécessaire entre deux mondes. Elle comprit que son rôle n'était pas seulement de le garder fermé, mais de maintenir l'harmonie entre les réalités. Élise ouvrit les yeux, un nouvel éclat de compréhension dans son regard. « Marc, dit-elle doucement, je crois que j'ai compris quelque chose d'important. » Avant qu'elle ne puisse s'expliquer, la voix faible de Geneviève les interrompit. La vieille femme se tenait à la porte du jardin, s'appuyant lourdement sur une canne. « Grand-tante » s'exclama Élise, se précipitant pour l'aider. « Vous ne devriez pas être debout. » Geneviève lui sourit faiblement. « Je devais te voir, ma chérie. Il y a tant de choses que je dois te dire, tant d'erreurs que je dois corriger. » Ils s'installèrent sur un banc de pierre, Élise soutenant sa grand-tante. Marc resta en retrait, vigilant. « Élise, » commença Geneviève, sa voix tremblante d'émotion, « je suis tellement désolée. J'ai failli à mon devoir de gardienne. J'ai laissé la curiosité et l'ambition m'aveugler, et j'ai mis notre famille et le monde en danger. » Élise serra la main de sa grand-tante. « Ce n'est pas entièrement de votre faute, grand-tante. Le fardeau que porte notre famille est lourd. » Geneviève secoua la tête. « Tu es si jeune, et pourtant si sage. Tu as déjà compris ce qui m'a échappé pendant des années. Notre rôle n'est pas de dominer le portail, mais de maintenir l'équilibre. » Elle sortit de sa poche un petit médaillon en argent, orné du même symbole que celui gravé sur la main d'Élise. « Ceci appartenait à Jeanne, » expliqua-t-elle. « Il contient une partie de sa sagesse et de son pouvoir. Je pense qu'il est temps qu'il te revienne. » Élise prit le médaillon avec révérence. Dès qu'elle le toucha, elle sentit une vague d'énergie la traverser, comme si les connaissances de générations de gardiennes s'ouvraient soudain à elle. « Merci, » murmura-t-elle, émue. Geneviève sourit, puis son visage devint grave. « Élise, le cercle des ombres ne renoncera pas. Ils chercheront à exploiter ton pouvoir, à pervertir l'équilibre que nous maintenons. Tu dois être prête. » Élise hocha la tête, déterminée. « Je le serai, grand-tante. Je ne faillirai pas à mon devoir. » À ce moment, le symbole sur la main d'Élise se mit à briller intensément. Elle sentit une présence familière, et lorsqu'elle leva les yeux, elle vit les formes spectrales de ses ancêtres apparaître autour d'elle. Jeanne s'avança, son visage empreint de fierté. « Élise, » dit-elle d'une voix qui semblait venir de très loin, « tu as prouvé ta valeur en tant que gardienne. Mais le véritable test est encore à venir. » « Que dois-je faire ?» demanda Élise. « Tu dois accomplir ce que nous n'avons jamais pu faire, » répondit Jeanne. « Rétablir l'équilibre parfait entre les mondes. Ce n'est qu'ainsi que le cercle des ombres pourra être définitivement vaincu. » Marc s'approcha, son visage grave. « C'est extrêmement dangereux, Élise. Cela nécessitera que vous ouvriez partiellement le portail. » Élise sentit la peur monter en elle, mais elle la repoussa. Elle regarda tour à tour Marc, Geneviève, et les spectres de ses ancêtres. Chacun d'eux avait porté ce fardeau, avait fait des sacrifices pour protéger le monde. Maintenant, c'était son tour. « Je suis prête, » dit-elle avec une assurance qu'elle ne ressentait qu'à moitié. Jeanne hocha la tête avec approbation. « Alors commençons. Le destin du monde repose entre tes mains, Élise Lalande. » Guidée par ses ancêtres et soutenue par Marc et Geneviève, Élise descendit dans les catacombes. Devant l'autel, elle sentit toute la puissance du portail pulser autour d'elle. Elle ferma les yeux, se concentrant sur le médaillon de Jeanne et le symbole sur sa main. Lentement, elle commença à canaliser l'énergie, cherchant le point d'équilibre parfait entre les deux mondes. Le sol se mit à trembler, et des ombres commencèrent à tourbillonner autour d'elle. Élise entendit les cris des entités de l'autre côté, sentit la pression du cercle des ombres qui tentait d'interférer. Mais elle tint bon, puisant dans la force de ses ancêtres, dans l'amour de sa famille, dans sa propre détermination. Peu à peu, elle sentit l'équilibre se rétablir, les énergies s'harmoniser. Dans un dernier effort, Élise relâcha le pouvoir qu'elle avait accumulé. Une onde de choc parcourut les catacombes, se propageant à travers la ville, le pays, le monde entier. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Élise vit que les ombres s'étaient dissipées. L'autel brillait d'une douce lumière,
ni menaçante ni attirante, simplement, en paix. Marc la regardait avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Vous avez réussi, Élise. L'équilibre est rétabli. Geneviève, soutenue par le spectre de Jeanne, souriait à travers ses larmes. Tu as accompli ce que nous n'avions jamais osé rêver, ma chérie. Élise sentit une fatigue immense l'envahir, mais aussi une profonde satisfaction. Elle avait trouvé sa place, compris son héritage. Ce n'est pas fini, n'est-ce pas, demanda-t-elle doucement. Jeanne secoua la tête. Non, ma chère. Tant qu'il y aura un portail, il y aura besoin d'une gardienne. Mais tu as prouvé que tu étais plus que capable de porter ce fardeau. Élise hocha la tête, acceptant son destin. Elle savait que des défis l'attendaient encore, que le cercle des ombres et d'autres menaces tenteraient de perturber l'équilibre qu'elle avait établi. Mais elle n'était plus effrayée. Elle était Élise Lalande, héritière de Jeanne, fille de Claire, gardienne du portail et protectrice de l'équilibre. Et elle était prête à affronter tout ce que l'avenir lui réserverait. Alors qu'elle remontait à la surface avec sa famille, Élise sentit le poids de son héritage, non plus comme un fardeau, mais comme une force. Le soleil se levait sur Bordeaux, promesse d'un nouveau jour, d'un nouveau chapitre dans l'histoire des Lalande. L'héritage perpétuel continuait, et avec lui, l'espoir d'un monde en équilibre, protégé par une lignée de femmes courageuses et déterminées. Fin.